La question que tout le monde se pose en ce moment, enfin beaucoup chez mes clients, c'est qu'est-ce qu'on va faire en 2020? Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de questions, plein de signaux faibles sur Facebook par exemple. Donc je me suis dit, ce serait intéressant de se poser la question, est-ce que Facebook va mourir? Et si Facebook meurt, ben moi, est-ce que je vais être au chômage demain? Moi qui fais beaucoup de choses sur Facebook. Et qu'est-ce que je vais faire? Alors heureusement, je ne travaille pas que sur Facebook, je travaille aussi beaucoup sur LinkedIn, Twitter, voilà, d'autres plateformes. Mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'actualités récemment qui font que ce réseau est peut-être un petit peu en train de... On se demande si le navire prend l'eau. Alors on va commencer, première question sur Facebook. Est-ce que Facebook va mourir demain? D'abord, au-delà de mon avis, ce qui compte, c'est des choses très rationnelles. Si on regarde par exemple le cours de bourse de Facebook, voilà ce que ça donne depuis sa création, ou enfin depuis le moment où il a été introduit en bourse. Donc on voit qu'il y a vraiment une croissance constante, avec évidemment des grands coups dans la valorisation, notamment au moment où il y a eu l'affaire Cambridge Analytica, il y a eu effectivement une incidence, ça a baissé, et puis là il y a eu vraiment une baisse extrêmement forte. Extrêmement forte, hein. Alors vous savez, ça c'est comme en bourse, hein, c'est toujours des équilibres dynamiques, hein. À un moment donné, ça peut remonter. Donc dès que ça baisse, il y a effectivement des gens qui vont acheter. Donc là, on voit que ça remonte, ça se stabilise à un niveau. Si on regarde ici, ça se stabilise à un niveau 2018, un petit peu avant 2018. Vous voyez? Donc sur le long terme, même si on voit quand même l'incidence des affaires, on voit que ça a un impact quand même qui arrive à être bien amorti par Facebook. Bon, il faut bien voir que Facebook est une société sérieuse, même si elle a effectivement beaucoup de problèmes dans la gestion des données personnelles. Ils prennent très au sérieux la différentes polémiques. Là, il y a une semaine, ils ont annoncé pour la première fois qu'ils allaient mettre en place un dispositif anti-intrusion, anti-ingérence sur les élections européennes, puisque comme vous le savez, il y a énormément d'élections dans le monde qui ont été très influencées via Facebook. Non pas que ce soit Mark Zuckerberg le responsable du Brexit, mais on sait très très bien que le Brexit sert des puissances hors de l'Europe et qu'on peut utiliser Facebook pour faire pencher la balance d'un côté. Donc voilà, Facebook aujourd'hui continue à être une entreprise quand même d'une certaine valorisation. Ici, si on regarde la capitalisation boursière de quelques entreprises, on va comparer Facebook avec quelques entreprises bien connues. Alors si on prend Renault, sa capitalisation boursière en 2018, c'était 29 milliards d'euros. Airbus, c'était 80. L'Oréal, on va monter hein, de plus en plus, bien sûr. Hein. L'Oréal, 120. Coca-Cola, 195. Et puis là, on va arriver dans les énergéticiens. Donc là, d'un seul coup, voilà, on n'est pas à la fin de l'âge du pétrole, malheureusement. Hein. ExxonMobil est encore très très haut, à 350. Et alors attention, là, on a Facebook après la baisse, donc à la valorisation d'aujourd'hui. Corrigé de la baisse, c'était beaucoup plus haut, enfin c'était plus haut avant. Voilà, Facebook, c'est 472 milliards de dollars de valorisation. Hein, donc en gros, vous pouvez prendre Renault plus L'Oréal plus 2 fois Airbus, vous allez atteindre à peu près la valorisation de Facebook. Donc Facebook a encore énormément de moyens en termes de cash, a encore une grosse valorisation qui fait que ça laisse penser que ça va encore être une plateforme majeure demain, sauf si d'un seul coup, il perd la moitié de ses utilisateurs. Mais à part l'érosion chez les jeunes, en fait, on se rend compte que Facebook gagne encore des utilisateurs. Donc en fait, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Quand on dit que Facebook est en déclin, c'est parce qu'il y a beaucoup de bad buzz sur Facebook. Mais en réalité, même en 2018, ils ont gagné 38 millions d'utilisateurs. Pourquoi? Parce qu'il y a les pays développés dans lesquels Facebook se développe beaucoup. Hein. Bon, le Brésil, ils sont déjà hyper connectés. En Europe, on est hyper connecté à Facebook. Mais en Afrique, ça progresse. Dans certaines zones en Asie aussi. Alors c'est vrai, moins 3 millions sur les 13-17 ans. Mais vous voyez, ça ne compense pas l'augmentation du nombre d'utilisateurs. Voilà, donc Facebook continue à être en fait le leader archi incontesté. C'est 20% des achats médias online dans le monde, hein, rendez-vous compte. Hein. Google, c'est 35% à peu près. Donc ils sont derrière Google, mais ils rattrapent leur retard progressivement. Voilà. Alors ça c'est dans le monde, mais en France, parce que c'est ça qui nous intéresse aussi, eh bien en France, en 2018, si on prenait janvier 2018 versus janvier 2017, on a une augmentation de 6%.
Voilà, avec des tranches d'âge qui sont relativement équilibrées, hein. Quand on prend ici la population Facebook, on voit que c'est surtout les 25-34. Ensuite, c'est les 35-44. Donc c'est vrai que c'est pas les plus jeunes. Enfin, les 18-24, c'est quand même 20% à peu près, hein. Et vous voyez, c'est à peu près hommes-femmes, même répartition, hein, 50-50, à peu de choses près. Donc on voit que Facebook est un réseau sur lequel on peut toucher en fait beaucoup de cibles. Et même en B2B, en fait, quand on demande à des chefs d'entreprise, il y a une étude de La Poste là, qui est sortie il n'y a pas longtemps, eh bien, quand on leur demande quel est votre réseau professionnel, la plupart citent LinkedIn, mais le numéro 2 juste derrière, c'est Facebook. Voilà. Donc il y a des idées reçues parfois sur Facebook. On peut aussi recruter sur Facebook, on peut faire beaucoup de choses. Alors par contre, c'est de plus en plus difficile comme terrain de jeu. Pourquoi? Parce que en fait, la portée organique, c'est-à-dire en fait le nombre de personnes que vous touchez par rapport à votre communauté, eh bien baisse. Donc vous aviez 100 fans, enfin vous avez 100 fans en 2017 et vous avez 100 fans en 2019, vous avez touché moins de personnes en 2019 qu'en 2017. Donc ce qui est compliqué, c'est qu'en fait pour continuer à performer sur cette plateforme, pour atteindre des objectifs marketing, on est obligé d'avoir recours à la médiatisation. Donc il faut sponsoriser ses publications, il faut recruter des nouveaux abonnés, il faut pousser ses vidéos pour qu'elles soient vues. On peut faire de la conversion aussi si on fait de la vente. Il y a énormément d'outils marketing que Facebook a développés qui sont très très efficaces, comme les audiences similaires. Vous pouvez toucher des gens qui ressemblent à vos clients par exemple, ou qui ressemblent aux visiteurs de votre site web. Et ça fonctionne. Donc en fait Facebook est très très malin. Le fait que la portée organique baisse, ça l'arrange parce qu'ils vous vendent la médiatisation. Mais en fait, ça marche. Donc du coup, finalement, vous êtes c'est plutôt vertueux comme logique. Et puis après, évidemment, il y a la création de contenu, hein. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. On est dans une plateforme très concurrentielle, comme beaucoup de réseaux sociaux. C'est pas une plateforme a priori faite pour les marques, comme le disait Adrien. Il disait, bah voilà, c'est une plateforme où il y a d'abord des internautes qui postent des contenus. Et donc, en tant que marque, il faut effectivement essayer de créer les contenus les plus pertinents par rapport à vos cibles. Sinon, vous n'allez pas pouvoir performer. Donc, il faut se battre sur ces deux fronts et c'est un vrai combat en réalité. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il y a des opportunités intéressantes à aller saisir. Si par exemple, on regarde la partie vidéo, vous savez que la vidéo au départ, effectivement, c'était surtout sur YouTube. Et puis Facebook s'est beaucoup battu pour imposer sa dominance en termes de vidéo. Et aujourd'hui, il y a effectivement de plus en plus d'entreprises qui vont diffuser leurs vidéos sur Facebook. Là, on voit la progression entre janvier 2017 et septembre 2018. La courbe verte vous montre en fait la part de contenu, la part de vidéo dans les contenus publiés par les marques. Et donc, on était à 30% en janvier 2017 et en septembre 2018, on est à plus de 40%. Alors, du coup, il faut tirer des conclusions de cela. Ça veut dire que si les autres marques qui sont sur le réseau font des vidéos, c'est qu'il y a bien une raison, c'est que les vidéos fonctionnent très bien pour engager nos publics. Parce que, évidemment, un contenu animé qui se déclenche tout seul dans votre flux, ça attire plus votre œil que du texte ou que même une image. Et vous allez pouvoir passer des messages. Mais du coup, ça crée un paysage concurrentiel. Donc si vous êtes par exemple vous avez vos concurrents sur Facebook, vous dites on va accélérer sur Facebook, nos concurrents font de la vidéo, il y a de fortes chances que ça vous incite à en faire. Voilà. Or la vidéo c'est coûteux comme contenu, donc soit vous en avez déjà, et dans ce cas-là vous allez pouvoir les utiliser sur Facebook, soit il faut en créer, et c'est bien souvent le cas, et il va falloir trouver des astuces pour pouvoir effectivement être présent de manière régulière avec des nouvelles vidéos. C'est pour cela que des médias comme Brut, vous voyez, Brut, on en parle beaucoup. Enfin, ils ont créé une sorte de format où, avec des montages photos plus des textes, ils créent des vidéos. Et c'est une manière en fait un peu d'industrialiser la production vidéo. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de mes clients qui me disent tiens, j'aimerais bien faire des vidéos. J'ai vu Brut, est-ce qu'on pourrait pas faire des choses comme ça? C'est vrai que c'est une manière de créer des contenus régulièrement sans que ça coûte le prix d'un film de Tarantino, quoi. Voilà, donc ça, c'est un nouveau challenge de réussir à créer des contenus en vidéo sur Facebook. Donc voilà, Facebook, toujours leader, mais c'est un vrai combat pour être sur la plateforme, mais bon, il y a des moyens pour le réussir. Alors, je vais balayer rapidement dans la deuxième partie les autres réseaux, parce qu'évidemment, il n'y a pas que Facebook, il y a aussi Instagram, on en parle beaucoup d'Instagram,
Et on peut se demander s'il n'y a pas des opportunités à les saisir sur Instagram. Comme on voit que ça s'érode au niveau des jeunes sur Facebook, finalement, Instagram, c'est une plateforme qui est intéressante pour aller toucher justement ces cibles jeunes. Mark Zuckerberg, loin d'être un imbécile, s'est dit justement, je vais racheter Instagram, il l'a racheté il y a déjà pas mal de temps, pour pouvoir anticiper l'éventuelle érosion sur les jeunes. Et donc, pour toucher les ados, donc les 13-17, les 25-34, c'est parfait. Moi, mes neveux, mes nièces, ils sont sur Snapchat, mais de plus en plus sur Instagram et en fait de moins en moins sur Snapchat. Et chaque fois que j'interroge des jeunes, ils sont plus en train d'aller sur Snapchat, sur Instagram, depuis que Kylie Jenner a dit qu'elle préférait Instagram. Les influenceurs, gros pouvoir pour les arbitrages des ados. En plus, il y a un truc hyper intéressant sur Insta, c'est que depuis justement que Facebook a lancé les stories sur Instagram, eh bien, c'est un vrai carton. C'est ça d'ailleurs qui est un vrai problème pour Snapchat. C'est-à-dire que Facebook a dit « Ok, ils ont fait des stories, ça marche super bien. Ils ont fait des snaps. On va faire la même chose, on va appeler ça des stories. On va mettre ça sur Instagram. » C'est copier-coller, limite. Mais ça a super bien fonctionné. Donc, aujourd'hui, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que si on regarde les dépenses publicitaires des marques, la plupart des marques, elles dépensent en fait dans le flux. Hein, c'est des placements de photos dans le flux principal, mais peu sur les stories. Et en fait, c'est probablement une cause du fait que le prix sur les stories est plus faible. Parce qu'il y a moins de demandes. Or, il se trouve, et ça c'est des données de Julie Pellet, qui est la directrice marketing d'Instagram, qui a dit que l'usage en France, c'est la moitié sur les stories. Donc vous êtes un internaute, vous passez la moitié de votre temps à regarder les stories et la moitié de votre temps à regarder le flux principal. Donc du coup, il y a une opportunité au niveau de ces stories. Mais c'est une opportunité qui va se fermer dans le temps parce qu'en fait, en réalité, comme c'est un marché, forcément, un prix plus faible va attirer des nouvelles marques qui vont annoncer de plus en plus dans les stories. Il va y avoir un rattrapage. Et là, on le voit déjà. On voit déjà qu'ici, quand vous regardez l'écart en fait, entre 2007 et 2018 sur les différents placements Instagram, eh bien, les stories vont progresser beaucoup plus rapidement que le flux classique d'Instagram. Et donc, normalement, cette année, les prix devraient augmenter sur les stories. Donc, si jamais vous dites, tiens, pourquoi pas Instagram, pensez aussi aux stories, et en particulier les stories payantes, qui peuvent être une vraie opportunité. Deuxième plateforme intéressante pour les jeunes, Snapchat. Est-ce que vous êtes sur Snapchat? Non? Oui, qui est sur Snapchat? Moi, je lève un demi-doigt parce que je suis présent, mais de manière totalement passive, pour surveiller mes nièces. Je suis l'œil de Moscou pour mes beaux-frères et mes belles-sœurs, qui, eux, n'y comprennent rien, de toute façon. Donc, voilà. Bon, donc, quelques personnes sont sur Instagram. Alors, sur Snapchat, pardon. Alors, Snapchat, une audience plutôt jeune, avec quand même pas mal d'utilisateurs, hein, 348 millions dans le monde. C'est moins qu'Instagram et beaucoup d'audience jeune. Alors par exemple, on va voir des choses un petit peu comme ça. Là, je vous montre juste une fonctionnalité qui cartonne et que ma fille adore. Donc j'ai mis une petite vidéo de ma fille. Alors ma fille n'a pas le droit d'utiliser Snapchat, mais elle le fait quand même et elle me nargue en postant des snaps sur mon compte. Donc elle fait des trucs comme ça. Tu vois ce que je fais, papa? Voilà, donc ça c'est ma fille, 12 ans, qui me nargue. Tu vois, j'utilise Snapchat, j'ai pas le droit mais je le fais quand même. Donc voilà. Donc ça c'est les fonctionnalités de filtre qui fonctionnent super bien et qui ont séduit beaucoup d'ados. En France, si on regarde maintenant, on peut faire de la pub hein, sur Snapchat, donc on peut regarder, on peut faire des audiences et on peut regarder combien il y a de personnes qui ont moins de 25 ans et qui sont des femmes. Il y a 4,5 millions quand même de personnes en France, hein, donc ce sont des belles audiences. Alors au niveau du ciblage, Snapchat vous permet de cibler des personnes par centre d'intérêt. Donc par exemple, si vous êtes une marque de yoga, une marque de fitness, de running, super adapté. Par contre, si vous voulez avoir des audiences plus précises ou plus voilà, sur d'autres critères, il n'y aura pas autant de capacité de ciblage que sur Facebook ou sur Instagram. Donc c'est là en fait la limite pour moi d'une présence d'une marque sur cette plateforme.
Voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même une plateforme intéressante. Pourquoi? Là aussi, pour des raisons toutes bêtes de prix, hein. C'est-à-dire que on peut, alors déjà, on peut facilement créer des pubs. C'est-à-dire que vous pouvez créer une pub sans avoir de compte. Du coup, ça peut vous exonérer d'avoir à créer une vraie stratégie éditoriale. Bon, c'est intéressant d'avoir des stratégies éditoriales sur les réseaux sociaux, mais si vous ouvrez une nouvelle plateforme et que vous devez faire une stratégie adaptée à la plateforme, ça va être ouais, ça va être des ressources supplémentaires. Là, Snapchat, on peut tester en fait des opportunités peut-être pour des campagnes, pour aller toucher de manière ponctuelle certaines cibles, parce qu'on peut créer des Snap Ads. Alors souvent, ce sont des vidéos qu'il faut utiliser. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout les coûts. En fait, les coûts, par exemple, par swipe up, voilà, il y a une pub pour Dumbo, le dernier Disney. Si je swipe up, je vais aller sur le site de Dumbo. Eh bien, ça va coûter, nous, on a fait quelques premières campagnes à 3 centimes d'euros par swipe, donc par clic, hein, c'est l'équivalent du clic. Donc, les coûts sont extrêmement, extrêmement bas. Donc, ça pourrait être une opportunité pour des marques qui veulent toucher des jeunes sur des centres d'intérêt qui sont pertinents. Voilà, Snapchat pourrait être une bonne réponse. Et il y a un réseau dont on n'a pas parlé, encore ici, dont personne n'a parlé, un réseau rouge. Est-ce que vous voyez de quoi je veux parler? Donc là, on passe du jaune au rouge. Un réseau où on peut épingler des choses. Pinterest. Bravo. Vous utilisez Pinterest? Un petit peu, voilà. Bon, je vais en parler très rapidement, Pinterest. Pourquoi? Parce que, en fait, Pinterest, donc c'est un réseau où la publicité est vraiment très jeune. Déjà, Snapchat, c'est très jeune. Ils ont ouvert la plateforme à peu près il y a 2 ans. Maintenant, Pinterest, c'est encore plus récent. Et avant, c'était compliqué pour une marque. On ne pouvait pas forcément faire de publicité. On pouvait créer évidemment son compte et animer en contenu, mais sans médiatisation, c'était difficile d'émerger. Aujourd'hui, on peut émerger. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a une équipe donc avec Adrien Boyer, qui est un country manager France de Pinterest, et qui donne quelques infos. Alors, il dit par exemple, on a la plupart de l'usage qui sont sur des recherches, parce que en fait, ça revient à être une sorte de moteur de recherche. Aujourd'hui, Pinterest est un moteur de recherche visuel, et la plupart des recherches se font sur des catégories. En fait, les personnes vont chercher, par exemple, de la déco, vont chercher de la mode, les recettes, voilà, table basse. Moi, je sais que je cherchais des luminaires pour ma cuisine. Je voulais faire un peu des lampes suspendues sur un bar. Bon, bah voilà, chercher des idées de déco. Et j'ai trouvé plein d'idées comme ça. Ça m'a tout de suite donné envie d'acheter des produits. Donc, en fait, finalement, ça peut être une opportunité si vous êtes dans une de ces catégories. Parce que, comme il y a de la recherche, vous pouvez attraper des gens qui ont un besoin concret. Voilà. Donc c'est clair que si vous êtes une marque de luminaires, ça peut être intéressant. Si vous êtes une marque de meubles, si vous êtes dans la gastronomie, c'est intéressant. Par contre, si vous êtes comme un de mes clients, Safran Aircraft Engine, construisez des moteurs d'avion, absolument aucun intérêt, enfin, à mon sens. Donc voilà. Mais c'est vrai que il y a cet usage très très différent des autres réseaux sociaux, d'aller chiner en fait des belles images et de trouver des idées pour sa déco, pour ses recettes, etc. Donc voilà, il faut savoir ça et se dire peut-être dans une stratégie, Pinterest peut être utile. Ah, il y a un autre réseau social dont je n'ai pas encore parlé, dont Adrien a un petit peu parlé. Un réseau qui vient de Chine. Il y en a plusieurs, mais avec de la musique dedans. Oui, c'est ce dont je parle, non? Vous n'avez pas vu les pubs avec des ados qui chantent sur des musiques un peu K-pop ou... Alors je vous le donne un petit indice. Voici la petite icône de ce réseau. Et il s'agit de, je l'ai entendu, TikTok. Voilà, TikTok. Donc TikTok, c'est vrai que c'est le dernier réseau qui fait parler de lui. Alors TikTok, c'est quoi? C'est un réseau où on va faire une sorte de lip dub en vidéo. Alors ça, c'est l'usage initial. Après, comme tous les réseaux, finalement, on va faire plein d'autres choses. Mais il y a une musique et on se filme en train de chanter ou de danser, et souvent les deux en même temps, sur TikTok. Donc voilà, donc une audience vraiment démentielle par rapport à l'âge du réseau. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un nouveau réseau qui devient tendance, il met moins de temps que celui d'avant pour atteindre des milestones en termes de nombre d'utilisateurs.
Ça a été vrai pour WhatsApp en son temps. Et là, on voit 500 millions d'utilisateurs en très très peu de temps. En fait, ils ont racheté Musical.ly, en effet, donc du coup, ils ont tout de suite eu une base. Mais ils ont tellement matraqué en pub il y a 6 mois qu'ils ont acquis beaucoup de users. Alors, une grosse partie en Chine. Et en France, ça reste une petite communauté. Il y a 4 millions d'utilisateurs. Par contre, elle est ultra engagée avec l'application. 5 milliards de vidéos consultées par mois en France. Et chaque personne va ouvrir l'app 8 fois par jour. Peut-être qu'Instagram, c'est encore plus. Mais c'est quand même pas mal. Donc, TikTok, aujourd'hui, pourrait être un réseau intéressant. Il y a 59% d'utilisateurs qui sont des femmes et 57% moins de 25 ans. Et ma fille, elle ne sait pas encore que ça existe, mais vu ce qu'elle fait, je sais que ça lui plairait. Il y a de la musique. En fait, TikTok vous propose des musiques et après, vous devez faire votre clip. En fait, l'idée, c'est de faire son clip un petit peu sur la musique. Voilà, donc Alice, ouais, je la surveille pour que quand elle sera sur TikTok, je lui donnerai des conseils pour faire des beaux clips. Mais voilà, c'est une audience aussi très très jeune. Donc il faut se demander si, en tant que marque, ça pourrait être intéressant d'être sur cette plateforme. Bien évidemment, si vous êtes une marque B2B, bon, bah, je vous dirais que ce n'est pas forcément la plateforme où il faut aller. Une marque grand public sur des jeunes, effectivement, ça peut être intéressant. Après, TikTok a commencé à aller vers les agences. Donc, ils commencent à peine leur approche commerciale au niveau de la médiatisation. Première étape, ça a été de passer les milestones, 500 millions d'utilisateurs. Maintenant, ils commencent à commercialiser de l'espace et c'est vraiment juste le début. Donc, nous, on reste un petit peu à l'affût de ce qu'on peut faire sur cette plateforme. Mais voilà, ce n'est pas encore aussi mature que les autres réseaux. Bien évidemment, il reste en B2B des plateformes, mais là je ne vais pas forcément zoomer trop sur celle-ci parce que je pense que vous l'utilisez déjà beaucoup, mais elles sont incontournables. LinkedIn, Twitter. Je donnais un cours uniquement sur LinkedIn hier et j'ai mis à jour en fait, des stats. J'étais surpris de voir qu'en France, c'est un actif sur 2 qui est sur LinkedIn. Il y a 16 millions d'utilisateurs en France. Donc c'est vraiment une plateforme extrêmement puissante. Pour le recrutement, pour l'image de marque employeur aussi, ce qui est un peu le revers de la médaille du recrutement, pour l'image institutionnelle tout court, et aussi pour le social selling, puisqu'il y a de plus en plus d'industries en B2B qui utilisent LinkedIn pour générer des leads. Donc c'est vraiment incontournable dans une stratégie marketing commerciale B2B. Twitter, c'est le live. Si vous voulez savoir ce qui se passe dans le monde sur un sujet, vous cherchez sur Twitter, vous allez avoir l'info plus vite que sur n'importe quel autre réseau. Donc ça reste aujourd'hui, ça reste le réseau du live. Et c'est intéressant dans certains domaines. Nous on travaille dans le sponsoring sportif pour EDF. Notre première plateforme, c'est Twitter. Parce que le sport, les actualités, c'est d'abord sur Twitter qu'on va les voir. Donc des plateformes qui sont aussi évidemment, qui ont trouvé, surtout Twitter, il a réussi à trouver une niche en fait, pour être pas en concurrence frontale avec Facebook, qui l'aurait écrasé si ça avait été, si Twitter avait été trop proche en termes de fonctionnalité. Donc il existe toujours et il est toujours intéressant à activer. Mais il y a un autre levier, et je vais terminer par ce levier, qui est complémentaire des réseaux sociaux et qui va permettre aussi de travailler sur la méfiance des consommateurs. En fait, le problème, c'est que vous soyez sur les réseaux sociaux ou que vous soyez ailleurs, en télé, en presse, dans tous les cas, en tant que marque, vous allez susciter de la méfiance. Pourquoi ? Parce que c'est une tendance de fond. On a de moins en moins confiance dans les gouvernements, on a de moins en moins confiance dans la police, on a de moins en moins confiance dans les marques. En fait, on a toujours cette suspicion d'être un peu manipulé. Donc, c'est pour cela qu'il y a un autre levier qui émerge. Et cet autre levier, ce sont les influenceurs. Les influenceurs, ça pourrait aussi être des opportunités. Parce que finalement, faire en sorte que quelqu'un recommande votre produit, ça aura beaucoup plus de poids que si c'est vous-même qui proposez ce produit. Et donc, évidemment, les plateformes qu'on a vues sont des plateformes où on va trouver beaucoup d'influenceurs, même sur TikTok. Aujourd'hui, si on est une marque de jeux vidéo, on va aller sur YouTube, on va aller sur Twitch, j'en ai pas parlé. Voilà. Les principales plateformes, on va dire toute industrie confondue, où on va trouver des influenceurs, ça va être évidemment Instagram, où il y a énormément de personnes
qui sont influentes et qui font des partenariats avec des marques. Ce n'est pas uniquement vrai en B2C d'ailleurs, hein. En B2B, vous pouvez avoir énormément d'influenceurs. Par exemple, une société qui fait du transport de porte-conteneurs par bateau, prenez Maersk, eh bien, ils font des partenariats avec des cargo spotters, des personnes qui sont influentes parce qu'elles ont des communautés de personnes passionnées de bateaux. Voilà. Vous prenez JP Morgan, la banque, eh bien, ils font des partenariats aussi parce qu'ils touchent les jeunes diplômés sur Instagram. Il y a des blogs, hein, évidemment, où là aussi vous avez beaucoup de personnes, même si c'est un peu la première génération Web 2.0, les blogs, mais ça existe toujours. Il y a encore beaucoup de personnes qui vont se renseigner sur les blogs, sur voilà, des tests de produits, sur des avis conso, etc. Et puis YouTube aussi, où il y a énormément de vlogueurs aussi qui font de l'unboxing, qui font des tutos maquillage, etc. C'est des choses qui sont extrêmement puissantes et L'Oréal est très très présent sur YouTube via les tutos maquillage en partenariat avec des vlogueurs. Alors les vlogueurs, en fait, c'est des personnes qui vont avoir une sorte d'animation de leur chaîne YouTube ou d'ailleurs d'autres comptes sociaux en faisant des vidéos tous les jours. Ils vont parler tous les jours de ce qu'ils font, voilà, les déplacements, les tests de produits, etc. etc. C'est un blog, mais en vidéo. Donc il ne faut pas oublier dans le mix les influenceurs, parce que ça fait aussi partie de ce mix, en fait, au niveau social media. Dans une stratégie, il faut aussi les intégrer. Et nous, on s'est rendu compte avec plusieurs clients, quand on avait la capacité de créer du contenu avec les influenceurs sur YouTube, sur Instagram, que les feedbacks des internautes étaient extrêmement positifs. Voilà, donc on a eu un cas qui nous sert un peu de référence, où on a fait des images un peu originales avec des Instagrammeurs pour Renault. Et en fait, au-delà du fait d'avoir touché pas mal de monde, ce qui est intéressant, c'est de voir que les commentaires en fait, sont plus positifs quand on bosse avec les influenceurs que quand on poste juste la photo de la voiture. Ça nous a été extrêmement enrichissant, pour peu qu'on permette à l'influenceur de s'exprimer, d'apporter son univers. Ce n'est pas juste Renault qui va être placé comme un placement de produit dans le compte de l'influenceur. C'est vraiment une création originale dans laquelle la marque va s'insérer. Elle est invitée, en fait. Et donc, elle doit un peu lâcher prise pour que ses codes soient adaptés à ceux de l'influenceur. Et là, on surprend la communauté des influenceurs, on surprend la communauté des fans de Renault, et il y a une plus-value réelle en termes d'image. Donc en fait, c'est vraiment complémentaire, et c'est là-dessus que je voudrais terminer. C'est vraiment complémentaire avec une approche social media classique, où on a une présence sur des plateformes. Donc voilà, pour terminer, à mon avis, Marc va encore rire longtemps. Je parle de Zuckerberg, hein. Je voulais terminer avec cette petite image de Marc qui rigole. Je pense que Facebook a encore de beaux jours devant lui et sera toujours sera toujours maintenant sous le feu de la critique et sous l'œil scrupuleux du législateur. Mais la réalité, c'est qu'une société comme Facebook évolue plus rapidement que la capacité du législateur à faire de nouvelles lois. Donc je pense qu'ils vont réussir à s'adapter. Il faut rester vigilant en tant qu'internaute par rapport à cela. Mais pour les marques, c'est toujours une belle opportunité d'utiliser Facebook et de l'utiliser à sa place. Parce qu'il y a d'autres réseaux, évidemment, qui ont réussi à prendre des niches sur des cibles jeunes ou sur des usages comme Twitter avec le temps réel. Donc tout cela, c'est très complémentaire. Donc il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ça ne veut pas dire qu'il faut être partout, à mon sens. Il ne faut pas se disperser sur 15 réseaux. Mais il y a vraiment un vrai écosystème avec des acteurs qui sont complémentaires et qui peuvent apporter chacun vraiment une contribution au rayonnement d'une marque sur le digital.